Gérald de Brisviré, bonjour, bonjour. Bonjour, merci Soyez à vous. le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour Agir. Et merci de me recevoir Merci à vous. dans vos locaux et de m'accorder quelques minutes. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par une citation d'un sociologue, Eric Fromm. Eric Fromm, sous forme de devinette, il se présentait, voilà ce qu'il disait: si je suis ce que je possède et que je perds tout ce que j'ai, alors qui suis-je? Gérald de Brisviré, je ne vais pas vous demander de répondre à cette devinette, mais simplement, qui êtes-vous? Je suis un homme de la montagne. Je suis né en Haute-Savoie il y a quelques années, en 1967, et j'aime dire que je suis un homme de la montagne. J'aurais pu être une femme, sauf que je suis un homme parce que j'aime la montagne. Par-dessus tout, c'est l'opportunité pour moi de voir avec hauteur, non pas avec une sorte de complexe de supériorité, mais avec hauteur les choses, afin de voir ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et quand on est issu de la montagne, on sait qu'on est des toutes petites choses, et plus on monte, plus on est tout petit, et donc on est face à la nature. Je pense que c'est probablement similaire quand on est quelqu'un qui est né près de la mer, mais en tout cas en montagne, on a cette vertu de pouvoir prendre de la hauteur sur les choses et s'évader dans les montagnes et avoir l'impression d'atteindre le ciel et de prendre beaucoup, beaucoup de recul sur les choses. Super, vous aimez la montagne, vous aimez la nature, on en reparlera de cet amour pour la nature. Très rapidement, en un mot peut-être, quelle est votre plus belle qualité? L'écoute. Je trouve que c'est très important d'écouter, et pas d'entendre, d'écouter et prendre le temps de l'écoute. Quelle est la différence pour vous entre écouter et entendre? Écouter, c'est d'abord prendre le temps par rapport à l'autre. L'écoute, c'est interagir avec la personne, mais c'est d'abord écouter. Entendre, c'est plus léger. On entend les choses, on écoute avec attention quelqu'un qui parle, et on l'écoute beaucoup avant de pouvoir reparler. Alors je voudrais commencer vraiment la réflexion. Vous êtes un grand homme de télévision. Un tout petit homme de télévision. Tout petit homme. Vu du haut du Mont Blanc, tout petit. Encore cet attrait pour la nature. Je voudrais vous faire réagir sur une citation de Jacques Martin. Voilà ce qu'il dit: je suis un homme de télévision, je la fais et je sais que le meilleur moyen d'éteindre la lecture, d'abandonner ses projets de voyage ou de refuser de sortir le soir, c'est d'allumer cette saloperie. Gérald Brisviré, la télévision est-elle une saloperie, pour reprendre? Non, oui, mais c'est son point de vue par rapport à peut-être son addiction personnelle. Je pense que la télévision, c'est au contraire l'ouverture vers les autres, l'ouverture vers le monde. C'est un rôle fédérateur, c'est un rôle pédagogique. On apprend énormément grâce à la télévision, mais après, comme toute chose, il ne faut pas en être dépendant. Donc il faut gérer son temps de télévision. Avec les plus jeunes, on apprend à gérer le temps d'écran. Nous-mêmes, quand on était petits, on devait gérer la télévision. On n'était pas nécessairement tout le temps dans la télévision pour pouvoir profiter de tout. C'est comme une addiction. On ne doit pas être addict de la télévision et dépendant de la télévision. On doit s'en servir comme un outil pour apprendre, pour découvrir le monde et puis pour surtout découvrir les autres. Moi, je me souviens en télévision de Thalassa ou l'émission autour des Faut pas rêver. On découvrait les autres. Et les trains pas comme les autres. Il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, on ne pouvait pas découvrir le monde comme on le fait aujourd'hui. Donc la télévision, elle permet d'aller au théâtre quand on n'a pas les moyens d'aller au théâtre. Elle permet de revisiter l'histoire de France comme on va le faire avec une série comme Marie-Antoinette. Enfin, la télévision, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'atouts. Mais faut-il ne pas être dépendant et surtout qu'elle ne devienne pas ce que prétend Jacques Martin, que paix à son âme, parce que lui, il a beaucoup, beaucoup participé à l'essor de la télévision, dans le divertissement, dans cet aspect fédérateur du dimanche après-midi, fédérer les Français, être ensemble. On a tellement de choses qui font aujourd'hui qu'on n'est pas fédéré. C'est important de fédérer les gens. Et la télévision a ce rôle de fédérateur, quelle que soit sa passion. Passion de rugby, passion foot, passion de cinéma.
fédère, on s'adresse au grand public et surtout, grâce à notre paysage audiovisuel en France, on a des programmes en gratuit, des programmes en payant, on a une télévision riche, qu'elle soit de service public ou privé. On a un très beau paysage audiovisuel français et souvent on me dit oui mais qu'est-ce qu'on fait quand on éteint la télé? Ben, on lit, on parle, on écoute, on vit. Donc la télé, ça doit être quelque chose qui doit vous aider, mais il ne faut pas en être dépendant. C'est sûr. C'est hyper intéressant ce que vous dites, Gérald Brice. On va reprendre certains points. Mais quelle définition donnez-vous de la télévision? Première définition. La première définition, c'est... ça fonctionne. Non, mais la première définition, c'est de divertir. On divertit nos concitoyens avec la télévision. On se divertit. Mais c'est un divertissement, comme on va au cinéma. Mais dans le divertissement, il y a toute la pédagogie, on peut y apprendre, on peut y découvrir des choses, on peut s'informer. Mais tout ça doit être toujours mesuré. C'est ce que je dis souvent. Une chaîne d'information, nous on en a une dans le groupe, c'est bien, on peut la regarder 1 heure, 2 heures par jour, mais pas 5 heures en continu. Il faut savoir maîtriser la télévision comme on maîtrise toute autre chose. On ne mange pas toute la journée, ben on ne doit pas regarder la télévision toute la journée. Exactement, donc si on maîtrise la télévision ne doit pas remplacer telle ou telle activité que nous avons. Mais c'est la même chose, et c'est pire aujourd'hui avec les réseaux sociaux. On dit il faut savoir ne pas être addict aux réseaux sociaux ou au portable. Là, pour cette interview, on a posé le portable, il est en mode silencieux. Donc il faut savoir éteindre la télévision pour mieux la rallumer. Donc c'est comme un portable, c'est comme un réseau social. Il faut savoir ne pas être dépendant de la télévision comme d'un réseau social. Je trouve passionnant ce que vous dites parce que le Devenir pour agir est donc destiné à des milliers d'étudiants qui vous écoutent. Quelle est pour vous la force de la télévision et la force des réseaux sociaux? Est-ce qu'à votre avis, les réseaux sociaux ne sont pas en train de remplacer la télévision? Pas du tout. D'accord. En fait, les réseaux sociaux, c'est un plus par rapport à la télévision. Le premier sujet dont on parle dans les réseaux sociaux, c'est la télévision. Des extraits de choses qui ont été vues à la télévision. Donc c'est vraiment, les réseaux sociaux, c'est une prolongation, c'est autre chose bien sûr, mais c'est aussi une prolongation de la télévision. La télévision que l'on consomme sur les écrans, il y a 4-5 écrans aujourd'hui par famille, et la télévision, elle ne s'éteint pas, elle s'étend sur les réseaux sociaux. Il y a un côté assez intrusif dans la télévision. On rentre dans l'intimité je pense aux journaux télévisés, etc. On rentre dans l'intimité des foyers. C'est une intimité qui est mesurée. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas un réseau social où on rentre vraiment au cœur de votre intimité. Moi, je dirais plutôt que la télévision, elle respecte l'intimité des uns et des autres, puisque les gens qui sont filmés à la télévision ont donné leur autorisation. Il y a une pré-enquête qui a eu lieu. Non, il y a pas, on ne rentre pas dans l'intimité des Français. C'est plutôt les Français qui regardent la télévision. On n'interagit pas avec la télévision. Ce sont les réseaux sociaux qui, pour moi, rentrent dans l'intimité des concitoyens. Et alors, est-ce qu'à votre avis, selon vous, la télévision n'a-t-elle pas ou n'est-elle pas en train de remplacer petit à petit la lecture? Je m'occupe beaucoup d'étudiants, c'est mon travail. Et je m'aperçois que les étudiants lisent de moins en moins. Ce n'est pas la télévision qui empêche la lecture. Je pense que c'est l'usage des écrans qui fait que quand on passe des heures sur Instagram, Twitter, YouTube, Dailymotion, la télévision, on perd le temps de lire. Et en plus, on a perdu avec le temps, mais on va, j'espère, un jour retrouver le temps de lire et de s'arrêter. Le temps de s'arrêter, c'est le temps de concentration. C'est le temps de lecture. Lire, c'est se concentrer. Et aujourd'hui, on lit tout très vite. On passe les articles, on ne prend pas le temps. Et la lecture, c'est tout l'inverse du rythme que l'on s'impose, ou qui nous est imposé d'ailleurs. C'est cette rapidité, cette spontanéité, où le présent est amplifié en permanence avec des pushs. On est surinformé, on est dérangé. Et c'est ça. En fait, aujourd'hui, on mesure le taux de concentration de nos concitoyens sur un programme télé, et on n'est pas concentré tant que ça. On est interpellé par le téléphone et par les interactions sur les réseaux sociaux. On ne peut pas s'empêcher
de faire deux choses à la fois. Et donc, qui dit lecture, on peut faire que ça, la lecture. Donc, il faudrait imposer ou réapprendre aux gens à lire. En tout cas, nous, dans notre groupe audiovisuel, on fait énormément la promotion des livres, parce qu'on trouve que c'est important, que ce soit sur Canal+, sur CNews, sur C8. On amplifie vraiment les livres qui sont pour nous indispensables. Alors, Gérald Brice, vous m'avez amené petit à petit à la question que je voulais vous poser sur la temporalité des écrans, de la télévision. Et je pense particulièrement à cette société dans laquelle les jeunes vivent, la société de ce que j'appelais du zapping. Comment expliquez-vous, alors c'est beaucoup plus pour les réseaux sociaux que la télévision finalement, mais comment expliquez-vous actuellement que devant un média, les jeunes n'arrivent plus à vivre cet instant présent et soient toujours en train de zapper pour aller chercher une information finalement qu'ils n'ont pas. Comment expliquez-vous ce phénomène? Non mais alors, c'est pas un phénomène nouveau. Oui. On a toujours envie du mieux, du programme meilleur, de l'information, on a toujours envie de savoir, de connaître les choses. C'est notre aspect curieux qui nous amène à zapper et à nous déconcentrer. Parce qu'on est dérangé par une nouvelle. Avant, par exemple, sans être passéiste, mais vous aviez un répondeur. Les gens vous appelaient, laissaient un message. Et vous, en fin de journée, vous regardiez le répondeur, il clignote, c'est-à-dire vous avez un message, et vous écoutiez en même temps. C'est intéressant, hein, tous les messages de la journée. Vous avez tous vu cette scène au cinéma, où on écoute « Bonjour, c'est maman », etc. Et si vous revenez à ça, ça voudrait dire que 3 fois dans la journée, vous retournez votre portable pour lire vos SMS, pour écouter vos messages et pour rappeler les gens. Déjà que ça rythmerait différemment le temps présent, la temporalité. Et maintenant, c'est vrai, comme vous êtes assailli par n'importe qui et n'importe quoi, notamment avec le démarchage, déjà que ce phénomène avec la zappette, vous vous souvenez avant, il fallait se lever pour changer de chaîne, c'est moins plaisant que d'avoir une télécommande. Mais on ne va pas se battre contre ça. Je pense que c'est l'être humain qui doit se battre contre cette addiction de la surinformation et de cette ultra-rapidité. On veut tout faire rapidement aujourd'hui. Moi-même, j'aime bien quand c'est rapide, mais de temps en temps, il faut savoir s'arrêter. Et la méditation va vous aider. La méditation, je vous invite, si vous ne l'avez jamais fait, c'est pas méditer, c'est pas péché, hein, dans le sens où c'est vraiment intéressant de le faire. Méditer, c'est s'intéresser à soi et donc aux autres et aux ceux qu'on aime, et c'est de s'arrêter, de mettre son cerveau qui vous oblige à vous arrêter. En parlant de... Vous méditez, je suppose, vous êtes De temps en temps, mais ça fait du bien de méditer pour pouvoir s'arrêter. De se poser... C'est un prétexte, hein, et si quelqu'un... Ça vous permet de vous arrêter, puis si quelqu'un vous dit quelque chose, je dis vous méditez. Je médite sur la situation. Gérald Brice Viré, je voudrais une réflexion sur... finalement, vous parlez de cerveau, est-ce que la télévision, les médias, je vais parler des médias en général, n'y a-t-il pas une certaine manipulation ou transformation de l'information dans les cerveaux des citoyens? Alors déjà, vous partez d'un principe que vous avez une information et que vous avez 15 personnes ou 20 personnes en face de vous, chacun va interpréter l'information différemment. Ouais. Par exemple, si vous êtes dans le milieu agricole, il fait beau, ça veut dire qu'il ne pleut pas, donc c'est pas bon pour... Mais chacun interprète selon son vécu, selon son caractère, selon son ADN, l'information. Donc déjà l'information, même si elle était droite, elle serait interprétée différemment par les gens qui la regardent. Et après, chaque journaliste, lui-même, a son interprétation. Même s'il y a un fait réel, une interprétation. Et en plus, chacun a des informations qui sont plus ou moins différentes, et c'est difficile d'avoir une information pure. Parce que l'information pure, elle est souvent, elle emprunte des petits chemins qui fait, en plus, selon déjà le caractère du journaliste, ou voire même de sa pensée politique, il peut y avoir une différenciation de points de vue. C'est toujours la même chose. Il y a une information, puis après, il y a différents points de vue. Ce qu'il faut, nous, c'est toujours promouvoir la liberté d'expression. Oui. La liberté d'expression, c'est la clé. C'est-à-dire... Oui, mais n'importe quel... Quelqu'un pense différemment à vous, eh bien, il faut le laisser s'exprimer. C'est ça la force de la démocratie. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord.
Si la personne qui n'est pas d'accord avec vous ne peut plus s'exprimer, c'est là où vous avez un problème de démocratie. Et c'est pour ça que nous, on est probablement un des groupes les plus importants sur la liberté d'expression, mais dans tous les sens d'ailleurs. Et après, on n'interdit pas aux autres de nous critiquer, et on n'interdit pas aux autres de dire ce qu'ils pensent. Oui, mais alors dans cette liberté d'expression, je pousse la réflexion parce que dans cette liberté d'expression, chacun s'exprime, c'est très bien, chacun interprète finalement l'information de sa manière. Quelle est la part de vérité ? La part de vérité, c'est vous qui allez la trouver. Parce que ce n'est pas un travail passif par rapport à une information. C'est-à-dire que vous lisez un journal, vous écoutez une information. L'information n'est pas à prendre comme ça. Il faut déjà la remettre toujours en perspective. Et ça demande un certain travail. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'éducation aux médias auprès des jeunes, parce que je pense qu'on doit appréhender une information selon le média qui vous le diffuse, et c'est toujours qu'une partie de l'information. Vous n'avez jamais tout le contexte. Donc il faut toujours avoir le temps de réunir toutes les clés pour avoir un contexte. Par exemple, là, il y a une information qui dit, la France a arrêté le nucléaire, et elle reprend le nucléaire. C'est pas si simple. On l'a arrêté peut-être pour des bonnes raisons, on le reprend pour des bonnes raisons. Ce qui compte, c'est où on va et ce qu'on en fait. C'est que toujours une information, c'est intéressant de savoir où est-ce qu'on veut in fine aller et qu'est-ce qu'on va apprendre de cette information. Mais alors, vous venez d'utiliser une expression qui m'anime beaucoup, l'éducation aux médias. Faut-il être éduqué ? Oui, il faut être éduqué aux médias, il faut éduquer aux réseaux sociaux. Moi j'avais de l'éducation civique quand j'étais plus jeune, il faut être éduqué à la Constitution, il faut qu'on nous apprenne à l'école à tout ça. En plus de l'histoire, de la géographie, bien sûr, mais on doit apprendre plusieurs choses, je pense, en plus. Et on les apprend probablement, ça fait trop longtemps que j'ai quitté les bancs de l'école, mais c'est quand les situations sont différentes que celles souhaitées, on devrait agir pour être différent dans sa manière de penser les choses. Et je pense qu'il faudrait aussi apprendre à vivre dans le milieu professionnel. Et je pense qu'il faudrait aussi davantage apprendre avec des pincettes les réseaux sociaux, la télévision, l'information. Et évidemment, tout ça doit s'apprendre à l'école. Mais de manière ludique, c'est pas forcément pénible d'apprendre tout ça. De manière ludique. Et pensez-vous que l'image, parce que les médias c'est quand même l'image, quelle est cette force de l'image qui impacte le cerveau des jeunes ? Je n'ai pas mené d'études pour ça. Je sais pas. Moi, je pense qu'il ne faut pas du tout être désespéré et que, au contraire, que chaque femme ou chaque homme dans cette situation va lui-même faire le tri. Voilà, on n'est pas condamné à être complètement absorbé par les réseaux sociaux et je pense que ça dépend aussi de notre âge. C'est-à-dire quand vous avez 15 ans, 20 ans, vous n'avez pas le temps de regarder la télévision, quelles que soient les générations. Et après, il y a un moment où on se range, on a une vie de couple, on a des enfants. En fait, tout dépend de l'âge dans sa vie. Donc, il ne faut pas avoir peur de la manière dont les jeunes appréhendent les réseaux sociaux. Il faut simplement leur en parler et puis eux-mêmes trouveront leur voie très facilement. La télévision, j'en parlais récemment avec des étudiants qui me disaient qu'ils parlaient des chaînes en continu, des chaînes d'information en continu, et ils soulignaient finalement que c'est tellement en continu qu'on oublie ce qui s'est passé, quel manque les informations. Et en fait, je pensais à Edgar Morin qui souligne, à force d'oublier l'essentiel de l'urgence, on oublie l'urgence de l'essentiel. C'est-à-dire, à votre avis, pourquoi oublions-nous tout cela ? Parce qu'en fait, une information en chasse une autre. Et quelque chose qui est au cœur de l'actualité ne l'est plus une minute après, parce qu'il y a une autre actualité. C'est souvent, d'ailleurs, tout le monde se sert de ça. Quand vous savez que quelque chose d'important arrive, vous allez diluer l'information en lançant cette information-là. Donc il faut savoir, on est dans l'urgence de l'information et on ne sait plus ce qui est essentiel et ce qui est superficiel. Et donc c'est vrai qu'il faut trier par soi-même, ça demande un travail personnel. Alors, quelle est la différence entre urgence et essentiel ? Qu'est-ce qu'une information essentielle ? Qu'est-ce qu'une information qui pourrait paraître urgente ? Est-ce que ce n'est pas l'humain, finalement, qui met l'urgence de l'information ? Mais moi, je pense que rien n'est urgent. Aucune information est urgente.
hormis celle évidemment d'un conflit imminent, mais je pense que c'est nous qui rendons urgent les choses. D'ailleurs, quand une chose urgente, une chose importante arrive, mettez-vous dans l'urgence que vous ne la savez pas. Vous ne savez pas ce que c'est, mais que vous allez l'apprendre dans 10 minutes. Vous allez voir toute la réflexion que vous allez avoir. C'est nous qui mettons le mot urgence à des choses qui ne sont pas urgentes, de mon point de vue. Parler de la réflexion, pourquoi la télévision doit toujours-elle être au service de la réflexion humaine? En fait, chaque média c'est à l'homme intrinsèquement ou à la femme de s'interroger sur une information et ce qu'il est en train de faire dans ce qu'il regarde, dans ce qu'il comprend. Et c'est pas aux médias de faire ce travail-là, c'est aux téléspectateurs de le faire. Et je pense qu'il le fait, plus qu'on ne le croit. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on considère que les téléspectateurs regardent les informations et se laissent bercer par une information et par une doctrine ou une autre. C'est pas vrai du tout. Les concitoyens l'ont montré par le passé. C'est quand un média soutenait un président de la République ou un autre candidat à la présidence de la République, ça n'a jamais joué, in fine, sur le résultat. Parce que les Français sont plus indépendants que ça, l'être humain est plus indépendant que ça. Il paraît dépendant, oui, voilà. Mais il ne l'est pas. Et pourquoi paraît-il dépendant? Il paraît dépendant parce qu'il se joue, il joue avec les médias ou avec l'information permanente. C'est pas parce qu'il joue qu'il pense ça et qu'in fine, dans sa réflexion, il ne pensera pas différemment. Oui. Tout à l'heure, Gérald Brice-Viré, vous parliez de l'éducation aux médias. Comment expliquez-vous, et votre groupe le fait, je trouvais extrêmement bien, de manière très ludique finalement, de rééduquer les jeunes à l'information? En fait, c'est déjà au sein des familles, au sein effectivement des écoles, mais c'est aussi à l'être humain d'apprendre. On apprend à juguler à médias et à les réseaux sociaux. Pourquoi avez-vous été attiré par les médias? Qu'est-ce qui vous attire dans le média? Alors après, moi, je suis tombé très, très jeune. J'ai eu la chance de faire partie de la génération des radios libres dans les années 80. Donc je suis tombé dedans quand j'étais petit, puis télévision, puis médias plus ou moins importants, de proximité. Puis après, chemin faisant, voilà. Mais c'est par hasard que je suis tombé dedans, parce qu'il y avait une vague, comme aujourd'hui sur le web. Vous créez votre programme comme vous le faites aujourd'hui, vous êtes repéré, vous en créez d'autres. Tout ça arrive quand on ne s'y attend pas. On sent que vous aimez l'humain. On sent que vous êtes un homme de l'humain, peut-être, pourrais-je dire, un humaniste. Quelle définition donnez-vous de l'humain? Qu'est-ce qu'un humain pour vous? En fait, c'est pour moi quelqu'un qui est un relais, parce qu'on a un début et on a une fin. C'est le relais d'une culture, c'est le relais de valeurs, c'est une interaction envers les autres pour faire que ce voyage, qui est la vie, soit le plus agréable possible. Et chacun est un émetteur et un récepteur, et chacun doit, à son niveau, faire du bien le moins de mal possible. Et pour faire ce voyage et traverser la vie avec le plus de bonheur possible. Complètement. Gérald Brice, je trouve que la télévision, beaucoup de points positifs, mais il y en a un que je trouve assez intéressant, important dans les maisons de retraite. Je pense qu'elles viennent finalement, ça vient apporter une présence. Oui, mais pas uniquement dans les maisons de retraite. Je pense que la télévision joue un rôle d'accompagnement chez beaucoup de gens. Et c'est pour ça qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir un paysage audiovisuel plutôt de bonne qualité. Alors les gens peuvent râler, les gens me disent il n'y a rien ce soir à la télé. Je dis profitez-en pour lire un livre. Mais ce n'est pas vrai en fait, et c'est ça qui est bien, c'est que pour des concitoyens qui n'ont pas les moyens de sortir, qui ne sont pas toujours au théâtre, à Paris ou à l'opéra, dans un festival, ils peuvent, où que l'on soit en France, bénéficier de programmes de qualité, de divertissement, d'information, de découverte. Et c'est vraiment pas que les maisons de retraite. On en a besoin quand on est plus petit, on en a besoin quand on est effectivement maison de retraite, mais je pense aux hôpitaux, je pense aux prisons et à tous les endroits où on est, même si on est chez soi et qu'on n'a pas forcément les moyens de sortir ou de voyager. Est-ce que vous pensez qu'il y a alors c'est une question sociétale, de plus en plus de personnes
qui souille la solitude? Alors ça, je ne peux pas vous répondre. D'accord. Gérald Brice-Viré, l'interview va se terminer. À tous les milliers d'étudiants qui vous écoutent aujourd'hui, qui vous regardent, quel message d'espérance pouvez-vous leur apporter? Un grand message d'espérance déjà, parce qu'il faut être optimiste et positif, puisque de toutes les façons, la vie vous le rendra, quand on est positif et optimiste. Et puis surtout, de vous donner des objectifs, des objectifs, et d'essayer de les atteindre. Vous n'allez pas tous les atteindre, mais vous allez au moins en atteindre un. Et atteindre un objectif, c'est le but de la vie. Et la vie, c'est le présent, c'est le chemin, et c'est surtout pas l'objectif en lui-même. C'est la façon dont vous allez arriver à cet objectif. Et dès que vous pensez que vous avez atteint votre objectif, il faut se recréer d'autres objectifs, avec ceux que vous aimez, ceux que vous côtoyez, personnels ou professionnels. Et c'est là où vous allez pouvoir, en tout cas, vivre avec optimisme et être heureux, j'en suis sûr. Les amis, vivez avec optimisme, comme vient de nous dire notre ami Gérald Brice-Viré. Un très grand merci de m'avoir reçu. Et permettez-moi de terminer par une citation qui vous caractérise le plus, de Khalil Gibran, qui souligne « C'est la sincérité qui rend tous nos actes beaux et honorables ». Cher Gérald Brice-Viré, merci pour votre sincérité, merci pour votre humanité, merci pour tout ce que vous faites au service de la France, au service des médias. Merci beaucoup. Merci beaucoup.